dernière table ronde de cette journée. Nous allons parler des retours d'expérience de collectivités qui ont sauté le pas du territoire connecté. Alors un territoire connecté, c'est un territoire qui s'appuie sur la data pour alimenter ses décisions de politique publique, mais la gouvernance à l'aide de la data n'advient pas du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé. C'est un processus qui requiert bien sûr une vision et une décision politique initiale, qui requiert aussi des moyens humains et financiers, des infrastructures, des outils et des méthodes qu'il faut apprivoiser, le tout d'un objectif d'apporter un meilleur service aux citoyens et d'apporter aussi sa contribution à la transition écologique du territoire. Pour cela, il faut produire de la data, la collecter, l'enrichir, la croiser, la livrer parfois aux algorithmes d'IA lorsqu'on a des volumes ou des traitements trop importants, etc. Donc dans cette démarche, l'objectif compte bien sûr, mais le chemin est tout aussi important. C'est ce que nous allons voir en compagnie de Sophie Waldener-Rateau, donc qui est déléguée à la transformation numérique au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Sophie. Frédéric Chaillon, directeur de l'aménagement numérique de Grand Paris Sud. Bonjour Frédéric. Jean-Baptiste Paul-Jacques, fondateur et PDG d'UpCity. Bonjour Jean-Baptiste. Et Alexandre Chaffotte, donc responsable du projet Pays à 4 territoires intelligents et durables au groupe Caisse des dépôts et consignations. Alors ma première question, Sophie, sera pour vous. Donc la région Bourgogne-Franche-Comté a été lauréate de l'appel à projet Territoire intelligent et durable, TID, comme on dit, et TID, avec le projet Data VFC. Ce n'est pas commun qu'une région porte un projet de ce type, comme le ferait un syndicat mixte. Quels sont les objectifs de ce projet que vous portez donc derrière Data VFC ? Effectivement, ce n'est pas très commun pour une région. Avant de déléguer la transformation numérique, j'étais directrice aménagement du territoire et ça s'explique par le territoire, c'est-à-dire que la région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 50 000 km², sa densité de population à 60 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire la plus petite densité métropolitaine après la Corse, elle a un sujet de capacité à faire. C'est-à-dire qu'on a une région très peu dense, une région où sur les près de 4000 communes de la région, 3000 ont moins de 1000 habitants. 50% de la population vit dans une commune de moins de 2000 habitants. Donc on est dans une région fort peu métropolitaine, même si elle a une métropole. Et il y a une nécessité, si on veut faire du numérique un facteur d'attractivité pour notre territoire, à passer à l'échelle. Donc l'échelle régionale s'est trouvée assez naturellement choisie. C'est aussi parce que la région, depuis qu'elle a adopté son schéma de cohérence en termes d'aménagement numérique, elle a réfléchi infrastructure, usage et données. Là aussi, c'est un peu atypique. On est en régie sur un réseau fibre et un réseau 4G LTE, où on fait du très haut débit hertzien. Donc on fournit un service direct à des usagers qui ne sont pas encore raccordés par le FTTH. Et puis, donc on a réfléchi tuyaux, ça c'était depuis 2009. On a forcément réfléchi usage derrière. Et avec la crise Covid et le souhait de relancer l'investissement sur le territoire, l'exécutif a choisi de mettre 40 millions sur le numérique. Et dans ces 40 millions, il a fait son propre appel à projet territoire intelligent et durable. On l'a fait finalement avant d'en être lauréat. Et on a retenu une trentaine de collectivités. Et pour à peu près 8 millions d'euros. Et à un moment donné, on s'est dit, il y a des choses vraiment très intéressantes sur le territoire, mais il y a aussi des choses à mettre à disposition de ces territoires intelligents locaux pour les faire avancer plus vite et plus loin. On reviendra sur les cas d'usage en question, effectivement, parce que c'est très intéressant de faire le lien entre les deux. Frédéric Chaillon, Grand Paris Sud est une agglomération de 355 000 habitants située au sud de la région parisienne, donc Grand Paris Sud, c'est normal, qui regroupe 23 communes à cheval entre les départements de l'Essonne et la Seine-et-Marne. Un de vos grands sujets de préoccupation, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est celui du trafic automobile qui traverse l'agglomération ou qui s'arrête dans l'agglomération. Quelles sont les conséquences de ce trafic pour les communes concernées ? Bon. Il faut Pardon, que excusez-moi. Voilà. Oui, concrètement, en fait, le territoire de Grand Paris Sud est à la convergence de la 6, de la 5, de la francilienne,
et des 2 branches de RER. Donc en fait, en termes de trafic routier, on a la convergence aussi de toutes les problématiques qui sont la logistique de grande distance, puisque quelque part on est en grande couronne, donc on va avoir toute la problématique des camions qui vont rentrer pour venir desservir. Tout à l'heure, il y a eu une allusion à toute la problématique finalement de l'alimentation de la région Île-de-France, et finalement on est un peu le grenier de cette Île-de-France. On a toute la problématique aussi finalement des gens qui circulent pour en fait donc de manière journalière pour rejoindre leur lieu d'activité, et toute la migration des populations vers les RER, puisque en fait à la fois notre territoire, mais on a également un bassin qui a de l'attractivité pour les territoires limitrophes, qui viennent récupérer les modes de transport lourds que développe la région Île-de-France. Donc en fait, on a ces trois flux de transport, et vous croisez tout ça, et vous vous retrouvez forcément à un moment donné dans une congestion majeure qui est au niveau des pics de la journée, donc matin et soir. On a vécu à peu près toutes les situations qui sont arrivées avec le numérique, on va en parler. Donc d'abord le développement de l'e-commerce qui a finalement augmenté les trafics sur nos territoires, l'arrivée de Waze avec un superbe algorithme, mais qui a aussi généré finalement un impact sur nos territoires, puisqu'on a dévié du trafic d'axes majeurs qui étaient faits pour emporter finalement ces flots de véhicules dans du résidentiel, finalement à proximité des lieux finalement publics où vous avez des écoles, etc. Donc qui génèrent aussi une difficulté de sécurité. Et ensuite, on a vécu la crise du Covid. Alors là, c'est l'explosion finalement de l'e-commerce, mais avec une deuxième logistique, une logistique du dernier kilomètre, qui fait que là, finalement, vous avez une consommation de l'espace public qui n'est plus du tout régulée. Donc, si on parle de la congestion, des difficultés de la congestion par rapport à la logistique de longue distance, ça va être plutôt des camions qui se stationnent finalement dans des endroits où ils n'auraient pas à se stationner en attendant de pouvoir décharger, etc. Et quand vous rentrez dans la logistique du dernier kilomètre, c'est finalement l'utilisation de l'espace public incontrôlée avec finalement du stationnement en pleine voirie, etc., qui vient générer de la nuisance. Donc finalement, pour les populations, vous avez la difficulté de pouvoir vous déplacer, alors que vous êtes retiré finalement de l'approche couronne en vous disant je vais avoir de l'espace, etc., mais vous vous retrouvez dans des difficultés de circulation, donc vous êtes éloigné de votre travail, vous vous retrouvez avec la nuisance de la logistique finalement de grande distance, puisque finalement ces camions qui viennent impacter votre territoire, et vous avez aussi toute la difficulté maintenant de gérer cette logistique de proximité. Donc on va se retrouver sur les grandes questions qui ont été évoquées aussi par le ministère tout à l'heure, sur finalement la résilience des territoires sur laquelle on doit s'organiser, parce que même si Grand Paris Sud ne sera pas une ZFE, en tout cas, la mise en place de ZFE au niveau de la 86 va générer et va reporter de l'impact sur les territoires limitrophes. Donc on voit bien qu'on est dans un système connecté. Donc les gens qui ont parlé d'IA toute la journée, etc., connaissent bien ça. En fait, on est sur une interconnexion des réseaux. Et là, c'est de la même manière. On ne peut pas considérer un point sans considérer les autres. Donc c'est avec ça qu'on a nos difficultés à traiter pour nos territoires. On reviendra sur les solutions, les moyens mis en œuvre pour lutter contre ça. Mais avant cela, je voudrais demander à Sophie quels sont les cas d'usage que portent les petites collectivités de la région en BFC. Est-ce qu'il y a déjà des déploiements? Est-ce qu'il y a des projets qui tournent déjà? Parce que vous avez évoqué plusieurs initiatives. Quelles sont-elles? Alors, on a des cas d'usage, mais qui sont très simples. Pour l'instant, on voit qu'on est déjà prioritairement dans des agglomérations. On est à Belfort, on est à Montbéliard, avec des sujets de déchets, des sujets de mobilité, des sujets de stationnement, mais une difficulté à voir émerger dans un tissu plus rural, de PCI plus ruraux, des vrais cas d'usage, simplement par défaut même de conscientisation que ce serait possible. Donc c'était un peu l'enjeu de territoire intelligent et durable, c'était de partir finalement des cas d'usage proposés par le partenaire industriel avec lequel on a répondu, c'est-à-dire UpCity, de les proposer à des terrains de jeu, de les tester pour donner envie, on va dire, montrer que c'est possible, que c'est accessible, que c'est fait par le voisin d'à côté.
Frédéric Chaillan, je reviens sur vous. Donc, vous avez, il y a eu plusieurs tentatives. Donc, entre autres, on pourrait dire le trafic pendulaire. Vous avez essayé de faire monter les gens dans des bus pour qu'ils prennent un peu moins leur voiture. Ça n'a pas trop fonctionné. Quelles sont les autres pistes que vous avez à l'étude pour remédier à cette situation? Oui, enfin, c'est un bon exemple que vous évoquez dans les différentes actions qu'on a essayé de mener. On s'est intéressé en fait à l'irritant. En fait, on part toujours. Enfin, on n'est pas là pour faire de l'hypertechnologie sur nos territoires. On est là pour partir du territoire, du terrain, donc de l'irritant pour le citoyen, pour la puissance publique. Et on avait une équation impossible à résoudre, c'est-à-dire qu'il fallait toujours augmenter le nombre de bus. Donc, en fait, ça veut dire que quelque part, Île-de-France Mobilité et Grand Paris Sud mettaient de l'argent sur la table pour augmenter les transports en commun sur nos territoires. Et de l'autre côté, les gens continuaient à prendre leur véhicule. Donc en fait, si vous voulez, à un moment donné, vous êtes dans une problématique financière à ne pas trouver de solution. Donc en fait, on a commencé en 2015. Et donc là, il faut remercier effectivement la BPI, la Caisse des dépôts et la région pour nous avoir accompagnés, avoir accompagné des startups, on va dire. Mais en tout cas, comme ça a été dit tout à l'heure, de trouver des territoires d'expérimentation pour essayer finalement de mettre à partir de capteurs, de pouvoir rajouter les briques qui manquaient dans ce qu'on appelait vulgairement à l'époque les masses, donc pour arriver vers des systèmes intégrés de mobilité, de multimodalité sur nos territoires, vraiment de ramener la brique très simple du comptage de véhicules dans les parcs de stationnement, puisqu'on a énormément de parcs de stationnement aux abords des gares. On a 17 gares RER sur notre territoire, donc en fait on avait un paquet de parcs de stationnement. Certains sont assez simples à gérer puisqu'ils sont sous barriérage, et d'autres sont des parcs gratuits, puisque en fait il y a quand même un gros flot de mobilité où les gens doivent pouvoir se rabattre. Et donc, dire aux gens, vous montez dans les bus, c'est bien, c'est de la communication, mais souvent, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce qu'on a cherché à faire, en fait, en rajoutant cette brique de capteurs, c'était de responsabiliser le citoyen, donc encore une fois, de revenir vers lui en lui donnant toute l'information sur sa mobilité, en lui disant, à un moment donné, les parcs sont saturés, vous ne trouverez pas de place, donc vous pouvez toujours essayer d'aller vous stationner dans les voiries, etc., de prendre le risque de prendre une contravention, mais en tout cas, on vous donne toute l'information. Et vous êtes libre de votre choix, vous savez à quel moment vous partez, vous pouvez à travers une application, donc enfin ça a été dit, hein, vous mettez des capteurs, vous récupérez de la donnée, vous avez un algorithme qui tourne derrière, et puis finalement vous avez un moteur de multimodalité qui vous est mis à disposition à travers une application mobile. Donc c'était de démontrer que finalement c'était possible pour les gens, avant même de démarrer de chez eux, de savoir quel type de mobilité ils pouvaient prendre pour aller le plus rapidement finalement sur leur lieu de travail, et également de rajouter l'empreinte écologique, puisqu'on était déjà dans cette question de comment répondre aussi à nos objectifs de réduction de l'empreinte carbone, puisque ça fait partie des enjeux des collectivités. Donc on avait intégré aussi cette information, de manière à ce que chacun soit libre de sa décision, parce que nous, on ne peut pas savoir si la personne prend sa voiture parce qu'elle est contrainte de prendre sa voiture pour récupérer son enfant le soir, ou parce qu'elle se déplace pour un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, mais en tout cas de lui donner toutes les options possibles et qu'elle soit libre de son choix. Voilà, c'était ça un peu notre projet. Jean-Baptiste Paul-Jacques, nous avons ici deux projets de territoires très différents, avec des contraintes différentes, des objectifs très différents aussi. Qu'est-ce que cela dit pour vous sur la façon dont sont pensés les projets de territoires connectés en France? Qu'est-ce que vous voyez comme atout et comme faiblesse en prenant un petit peu de recul? Alors effectivement, les deux territoires dont on parle sont complètement différents. On parle de densités qui sont très faibles, de densités qui sont très fortes, de sujets de mobilité on a des objectifs qui sont assez différents. Parfois, on essaie d'amener des gens dans des centres-villes, on essaie de les retirer de certains centres-villes. Mais le fond du fond, c'est que dans ces deux projets, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que la philosophie de la construction du projet est la même. L'idée, c'est de dire on ne fait pas un projet sur le petit cas d'usage qu'on a imaginé, et puis on se met des œillères et on fait ça et stop. Dans les deux projets, ce qui était intéressant, c'est dans la philosophie de dire on fait ce projet et on le fait très bien pour que toutes les données qui soient générées, toute la façon de le faire, ça puisse être utile pour le futur, pour d'autres projets. Je prends l'exemple sur DataBFC. L'idée, c'est quand même de dire que toutes les données qui vont être générées vont être dans une plateforme qui sera gérée par la région, qui sera accessible du coup si on veut entraîner des algos d'IA, si on a une société privée qui vient, qui demande est-ce que je pourrais utiliser ces données, tout est au même endroit, tout est géré, les accès sont gérés
par la région, et on n'a pas de disparité entre les différentes villes qui a fait un choix technologique et une autre qui a fait un autre choix technologique, et on se retrouve avec une espèce de micmac dans tous les sens où on n'a pas la possibilité de valoriser l'intégralité des données. C'est la même chose sur Grand Paris Sud. Le fait de dire on a ce sujet immédiat, court terme, sur les parcs de stationnement pour donner l'information, pour essayer de favoriser le report modal, ok. Par contre, toutes les données seront accessibles aussi pour pouvoir faire des algos, notamment de prédiction dans le futur, en disant si vous partez à 7h40 chez vous, vous avez une chance de trouver une place sur le parking P4 de Cesson ou je ne sais quoi. Et ça sera tout au même endroit. Ça permettra un accès hyper simplifié à la donnée. Et encore une fois, sous l'égide, on va dire, de la collectivité qui en aura la gestion intégrale. Donc c'est ça qui est intéressant. Au-delà du cas d'usage en lui-même, parce que ça permet, dans le futur, de réutiliser ce qui a été fait dans le cadre de ces projets pour d'autres projets. Et on sait, après, on en parlera, mais sur tout ce qui est interopérabilité, souveraineté, etc., c'est des sujets qui ont été pris en compte dès le début, où on sait qu'on part sur des bases qui sont saines. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, il y a des cas d'usage différents, mais la façon de le traiter, elle est assez similaire, en tout cas dans la philosophie. Sophie, vous nous disiez tout à l'heure que vos petites collectivités arrivent à monter des projets simples, mais qu'au bout d'un moment, elles sont bloquées. Sur quoi elles butent finalement dans la construction de ces projets? Alors, elles bloquent déjà sur un sujet d'ingénierie. C'est-à-dire que l'expertise, on en discutait ce midi, elle est déjà compliquée à trouver dans un cadre métropolitain, dans le cadre d'une entreprise ou de grosses collectivités qui cherchent des équipes en DSI, etc. Quand vous êtes une interco de 8000 habitants, que vous avez un demi-DSI et que vous êtes assez loin des centres urbains, l'attractivité, elle est compliquée. Donc, il y a un sujet d'ingénierie. Et puis, il y a un sujet de masse critique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens pour une collectivité de cette taille-là à développer ses outils propres. Donc, à un moment donné, on touche une limite dans la pertinence de la construction du projet. Et c'est pour ça que ce qu'on cherchait au niveau régional, c'est vraiment à impulser le fait que le numérique soit un facteur d'attractivité des territoires, de développement des territoires, que ce soit connaissance, que ce soit numérisation de la gestion des services publics ou création de nouveaux services. Mais tout ça, il faut mettre en capacité, en fait, les territoires de le faire, et ils ne peuvent pas le faire tout seuls. D'accord. Je pensais que vous alliez continuer. Non, mais on continuera. On a d'autres questions. Frédéric Chaillon, mettre en place des projets territoires, c'est avoir des données, donc pouvoir capter des données. Éventuellement, pour tout ce qui est mobilité, cela suppose d'avoir des flux assez importants de données. Alors, comment vous captez ces données? Est-ce que vous en captez suffisamment si vous vouliez faire, par exemple, une application de planification de déplacement multimodal? Est-ce que cela ferait sens de concevoir un tel outil au niveau sub-régional, je dirais, parce que vous êtes une partie de la région Île-de-France? Non, mais la question est très intéressante et elle rejoint exactement ce qui vient d'être dit. C'est que, encore une fois, ce que je vous évoquais tout à l'heure sur la mobilité, on va continuer le chaînon petit à petit. C'était pas, on a parlé d'avoir un outil de multimodalité pour les personnes. C'est clair que c'est pas à Grand Paris Sud de le faire. C'est clair qu'on est sur un bassin de vie qui est l'Île-de-France. Et c'est clair qu'il y a quelqu'un qui est très compétent pour le faire et qui le fait très bien. C'est Île-de-France Mobilité. Aujourd'hui, nous, notre apport dans le système, et c'est ce qu'on essaie de travailler au niveau régional, c'est effectivement d'apporter des briques d'informations ou de data qui manquent pour pouvoir les injecter dans une interface qui est beaucoup plus large et qui est régionale. Et c'est là où, en fait, il y a une collaboration qui se fait et une intelligence des strates qui se fait de manière à ce qu'on n'y aille pas tous avec notre petit modèle dans notre coin, qui n'a aucune réalité économique, qui ne va pas réussir à diffuser parmi la population. Donc en fait, il faut qu'on s'appuie sur ces strates-là. De la même manière, cette donnée, on la capte, c'est une partie des données. On a eu la chance d'être lauréat dans le PIA 3 avec la région Île-de-France. Donc on a autour de ce qu'on appelait l'intelligence artificielle pour construire le futur. Donc on est dans ces projets-là et finalement on doit agréger
plusieurs types de données. Et on est en train de travailler sur ces questions-là. C'est l'hétérogénéité de la donnée qu'on a dans les collectivités. Comment on va pouvoir en fait la faire parler pour sous-tendre la décision publique. Donc ça veut dire la faire remonter aujourd'hui dans des systèmes qu'on appelle jumeaux numériques. Jumeaux numériques de la même manière, Grand Paris Sud n'a pas vocation à acheter un jumeau numérique. La région le fait déjà très bien avec la plateforme Île-de-France Smart Services, donc on s'appuie dessus. Et ensuite, par contre, on travaille avec des consortiums, donc là qui sont des startups, qui sont des laboratoires de recherche et des territoires, pour justement essayer de trouver quels sont les modèles d'intelligence artificielle ou de recherche opérationnelle ou d'algorithmes qui a besoin pour pouvoir améliorer la situation sur nos territoires. Et c'est en fait, donc on a de la donnée qui vient du mobile. Donc on a passé des conventions, notamment avec Orange, pour avoir de la donnée de trajectoire mobile qui nous donne de l'origine-destination, chose qu'on n'a pas forcément avec de la donnée ponctuelle qu'on mesure. On vient agréger d'autres formes d'informations. Et tout ça, en fait, les collectivités, on n'a pas toute la matière grise pour le faire. On s'appuie sur des experts pour le faire. Et on a la chance, je vois que Rachid est dans la pièce, de pouvoir s'appuyer aussi sur un data center public qui permet de revenir sur les questions qui ont été évoquées tout à l'heure, de souveraineté, de maîtrise en fait de la donnée, qu'elle reste bien dans le domaine public, etc. Donc, enfin, c'est tous ces sujets-là qu'on essaie de travailler autour de cette petite porte ouverte sur la donnée de mobilité, mais finalement, ça va beaucoup plus loin pour arriver à tracer tout le chaînon et arriver à remonter vers après des modèles plus intelligents, entre guillemets. Et vous collectez aussi de la donnée locale, parce que vous avez évoqué Orange, j'imagine que c'est Fluvision peut-être que vous utilisez. Tous les opérateurs ont les mêmes offres. Voilà, quoi, après. Et vous avez des outils de capture de données aussi pour nourrir localement, que ce soit sur le parking ou le... Oui, on a des données. Donc là, on a recréé un partenariat avec UpCity puisque en fait, on a vécu en fait dans la construction de cette captation de données, on a vécu aussi toutes les erreurs que peuvent faire les territoires. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti du capteur magnétique, sauf que le capteur magnétique, ça marche dans un sens, c'est très bien, sauf que l'intelligence humaine va souvent beaucoup plus loin que ce qu'on est capable d'imaginer et que les gens le prenaient en sens inverse. Donc à un moment donné, vous comptez du -1 et vous dites que vous avez plein de place sur votre parking alors que vous n'en avez plus parce que les gens l'ont pris en sens inverse. Donc on a eu ça. On a eu aussi l'intelligence on va dire de la nature. En fait, on s'est rendu compte que les capteurs d'images, c'était super pour faire du comptage, mais dès que vous aviez une petite toile d'araignée, une petite gouttelette d'eau, etc., vous avez une diffraction. Donc quelque part, quand vous faites du comptage et que vous n'êtes pas capable de réinitialiser, vous perdez de l'information. Donc en fait, c'est tout ça qui nous a amené aussi à travailler. Quand on dit compter des voitures, c'est simple. Faire de l'IA, c'est simple. Faire des algorithmes, c'est simple. Non, pour les territoires, c'est pas si simple. Il y a une nécessité de comprendre, de progresser, de voir pourquoi il y a des erreurs. Et effectivement, vous pouvez simplement avoir des correctifs sur ce que vous obtenez pour pouvoir avoir une vraie donnée. Parce que là, on n'est plus dans l'approximation de la donnée. Quand vous êtes sur un parc de stationnement et que vous dites aux gens il y a 10 places et que vous avez 10 personnes qui se présentent et il n'y en a qu'une, ça régénère en fait un autre irritant. Donc en fait, il faut que vous soyez très précis. Il y a des moments, la donnée, vous pouvez l'approximer, mais il y a des moments où vous êtes obligé d'avoir une donnée très juste. Donc en fait, on s'est confronté à tous ces sujets-là sur le territoire. Donc on capte de la donnée, de la même manière que sur la logistique, on capte de la donnée de trafic, on capte de la donnée, tout à l'heure ça a été évoqué, de la donnée environnementale, puisqu'on a aussi ces questions-là. Et encore une fois, on n'est pas légitime à un moment donné pour remplacer AirParif. L'idée, c'est ce qui a été dit, il y a des modèles de diffusion des particules au niveau de l'Île-de-France. Notre objectif, c'est de dire, à un moment donné, vous avez un capteur en plus là. Cette donnée, elle peut, à un moment donné, venir enrichir votre modèle pour le confronter à la réalité de ce qu'on mesure réellement sur le terrain. Et ça permet finalement de créer ce réseau nécessaire à l'échelle des territoires et qui sont plutôt d'ordre régionaux, en fait, quelque part. Alexandre Chaffotte, la Banque du Territoire est l'opérateur d'un appel à projet sur la transition énergétique des territoires qui a déjà été évoqué, donc baptisé Territoire intelligent et durable, dans lequel un volet a été ouvert spécifiquement pour accueillir les projets qui font appel à une IA qui se doit d'être frugale par ailleurs. Donc l'IA frugale, c'est précisé dans le titre. À quelle problématique de territoire correspondent ces projets? Est-ce que ça prend tout type de projet? En fait, on peut partir de l'objet principal de cet appel à projet qui est en fait de permettre aux collectivités d'utiliser les solutions
les solutions d'IA et de sciences de la donnée, en fait, afin de répondre à des problématiques et des besoins qu'elles se posent en termes de pilotage, de politique et de services publics. Donc ça laisse ouvert un panel assez large de problématiques qu'on peut adresser. Si je prends les lauréats de la vague 1, on a des gens qui font l'optimisation de la gestion des déchets, on a d'autres qui font du pilotage énergétique de bâtiments, d'autres qui vont sur la priorisation des politiques de rénovation dans l'habitat social ou dans les bâtiments publics. Et on a aussi des gens qui vont travailler sur la production d'un cadastre solaire de haute précision. Et après, ça c'est donc les illustrations de la vague 1. Et après, si je veux généraliser, je pense qu'on peut dire qu'en généralisant, tout projet classique de ville intelligente, où on a de la plateforme de données, des capteurs, etc. Ça se marie très bien avec de l'IA. Et pour ça, je dirais 2 motifs. Premier motif, c'est que ça permet de rajouter de la contextualisation à ces données qu'on collecte traditionnellement par des capteurs et de la plateforme de données. Ce qui nous permet, par exemple, de faire de la priorisation de politique énergétique, parce qu'on va faire du profilage compartimental de bâtiments, on va faire de l'analyse multicritère en enrichissant le contexte des données par l'IA. Et le deuxième volet intéressant, je pense, à creuser, c'est dans la table ronde d'avant, on parlait de multiplication de capteurs dans tous les sens quand on fait des projets Smart City. Donc souvent, ça passe par des capteurs. Nous, dans Territoire intelligent et durable, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers de capteurs quand on a une échelle départementale. Donc, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de combiner en fait ces capteurs, mais en prenant moins et en faisant de l'extrapolation ou de l'inférence par l'IA. Et là, j'ai vu des projets européens comme ça, et on peut réduire un petit peu le besoin en capteurs tout en ayant des données très fines. Et plus on a de capteurs aussi, ça a des conséquences en termes de maintenance du parc, etc. Donc l'IA peut avoir un apport très intéressant dans cette logique d'inférence et aussi de sobriété en réduisant, en n'ayant pas des milliers de capteurs dans tous les sens pour tout sujet. Alors, parmi les lauréats du premier appel à projet, il y a entre autres Vendée Numérique sur le cadastre solaire, vous l'avez évoqué à l'instant. Il y a aussi Bordeaux Métropole sur les bâtiments publics. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer quel est le rôle de l'IA en particulier sur ces projets ? Oui. Donc si on part dans le cas de Bordeaux Métropole, en fait, ce qui est recherché au niveau de l'IA, c'est la capacité qu'elle offre en termes de modélisation et de simulation. Donc en gros, là, l'IA, elle est utilisée en fait pour modéliser des scénarios en termes de travaux de rénovation de bâtiments. Donc c'est l'objet principal, et en fait ce que ça permet, en fait on va pouvoir un petit peu prioriser. L'objectif, c'est à partir de ces scénarios, c'est de définir un peu un scénario optimal, c'est-à-dire celui qui a un impact le plus fort en termes d'économie d'énergie générée par euro dépensé. Et finalement, c'est très intéressant dans le contexte d'une collectivité comme Bordeaux, ou en général de n'importe quelle collectivité, parce que finalement, une collectivité, ça a des contraintes budgétaires fortes et ça a un énorme parc à rénover. Donc le fait de pouvoir prioriser ses choix, c'est comme avait dit Noisy-le-Grand, de cibler. Et si on va un tout petit peu plus dans le détail sans trop y aller, en fait, l'idée, c'est de partir, comme j'ai dit avant, de solutions classiques Smart City. Donc on va partir de données de terrain. Donc on aura de l'audit énergétique, de la télérelève de consommation, des données de confort aussi, comme le CO2 aussi collecté en télérelève. Et à partir de ces données, en fait, ils vont construire un jumeau numérique et ils vont l'associer à de l'IA, qui permettra effectivement de faire une analyse des travaux de rénovation à partir d'une grille multicritère, donc le coût financier des travaux, la consommation énergétique et les émissions de CO2. Et là, on retrouve l'idée à partir de tout ça, j'optimise mon investissement en rapportant le coût financier de mes travaux aux économies espérées par l'IA. Et après, il y a aussi l'intérêt de ce qu'ils veulent faire aussi, c'est après faire un petit peu de l'évaluation ex post de ça, en mesurant et en vérifiant en fait les économies effectivement réalisées à partir des préconisations et d'expliquer les écarts. Donc ça, c'était pour Bordeaux. Et vous voulez que je développe Vendée ou...
On peut en dire en 2 mots rapidement. Oui, alors en 2 mots rapidement, là c'est une autre fonctionnalité de l'IA qui est recherchée, c'est plus ce qu'on peut appeler l'automatisation un petit peu des processus de traitement des données, et en fait que permet l'IA. Et là l'objectif ça sera de prendre des données LIDAR et de les traiter par une IA qui permet en fait de faire une classification automatique des objets pour les ranger par famille. Donc on aura du sol, de la végétation, des bâtiments, des poteaux. Et à partir et on obtient un jumeau numérique qu'on qualifie de sémantique, et après en fait on le décline en cadastre solaire, et ce cadastre solaire il permettra en fait de déterminer, il offre une représentation fine en 3D des bâtiments, donc et notamment de la toiture, la surface, l'orientation, le type de pente et des éléments de végétation autour. Et grâce à ça, on peut évaluer la performance, le potentiel photovoltaïque réel et individualisé au niveau de chaque bâtiment. Donc c'est ça l'idée. C'est parfaitement clair. Merci Sophie Waldener. Quels sont je reviens sur ces collectivités qui ont du mal à franchir le pas et aller plus loin dans leur projet. Quels sont les axes ? Est-ce que la région peut être un catalyseur à cette culture de la donnée ? Oui, alors c'est ce qu'on s'est attaché à faire déjà depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a commencé à travailler assez modestement. On a fait un petit guide de la donnée qu'on a d'ailleurs mis il est ouvert à tous, il est téléchargeable. Pour rappeler des trucs très simples, c'est quoi la RGPD, c'est quoi une donnée, c'est quoi... Enfin bon, la base, illustrée simplement pour que justement des élus, des techniciens territoriaux puissent commencer à appréhender c'est quoi ce sujet de la donnée, déjà. Premier pas. L'autre chose qu'on a essayé de faire, qui marche assez bien, c'est qu'avec l'appel à projet, on a investi vraiment une année, et on était en partie en post-Covid, pas complètement stabilisé. Donc on a vraiment initié la création d'une communauté de techniciens et d'élus. On les a réunis. Alors au départ, c'était vraiment une cadence infernale. C'était tous les mardis, tous en ligne. Donc les lauréats, vous en êtes où ? Bon, alors il y avait la dynamique de la subvention, j'allais dire, de dire voilà, vous êtes en train de monter votre projet, qu'est-ce qu'il vous faut, quel est votre problème, bon voilà. Et puis petit à petit, on a évolué sur des sujets de fond, essayer de leur amener du fond. Un peu comme au national, la Banque des territoires va animer ses lauréats TID, nous, on s'est appliqué à animer ce réseau, et on continue. Là, on a un programme d'animation. Alors maintenant, on est passé en mensuel, on n'est plus en mode combat. Donc, d'émergence de l'appel à projet, on essaye de creuser ce sillon, et puis on va le matérialiser là. Alors, c'est le mal endémique des régions. On est des producteurs de schémas maniaques. Schéma directeur. Donc on va faire et de stratégie. C'est le rôle des régions aussi quelque part. Donc on va faire une stratégie régionale de la donnée et de l'intelligence artificielle. L'objectif, comme plein d'autres territoires, c'est d'avoir un cadrage éthique, de fédérer un écosystème, puis de s'appliquer un certain nombre de règles, etc. Et je pense que là-dedans, il n'y a pas que des considérations stratosphériques, il y a des choses très pratiques qu'on voudrait mettre à disposition des territoires. Par exemple, tout l'aspect juridique. Les clauses, c'est quoi votre rapport que vous devez avoir avec votre délégataire de service public ? C'est quoi les clauses données que vous devez mettre dans vos contrats ? Comment finalement s'en sortir avec un certain nombre de problématiques qui exigent là encore de l'ingénierie, ingénierie technique, mais aussi ingénierie juridique ou financière. Donc on va essayer de leur donner une boîte à outils. Et puis je ne sais plus si c'est à ce moment-là que je dis aussi que dans notre projet, parce que finalement on en a parlé, mais en creux, le projet qu'on a déposé et sur lequel on est lauréat, la région elle a ce rôle de coordination, d'animation, de fédérateur. Elle s'appuie donc sur un partenaire industriel qui fournit une solution technique, mais c'est pas technophile. L'objectif, c'est pas tiens, prends ça et puis débrouille-toi avec. C'est juste qu'à un moment donné, on avait besoin de prêt à l'emploi, de simple, de sécure pour mettre le pied à l'étrier. Et le deuxième partenaire qui est très important, c'est que, et j'en assure aussi la direction générale
par intérim en ce moment. Donc l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, qui est notre satellite en fait, qui est un GIP qui fait de la démat, de l'e-administration et puis qui est passé plutôt maintenant à un statut de mutualisateur sur toutes les questions d'usage numérique, de numérique responsable, d'inclusion numérique et que sais-je. C'est lui qui va en fait construire la brique Data BFC, donc la plateforme open source et les briques d'outils à destination des collectivités. Et du coup, c'est à travers ce mutualisateur public d'intérêt général qu'on va pouvoir, à terme, passer à l'échelle et fournir un service aux collectivités, des services qu'on aura testés à travers cet appel à projet. Mais je crois que c'est aussi la commande, c'est la commande du donneur d'ordre, c'est-à-dire de dire à un moment donné, c'est bien d'expérimenter, mais so what, quoi. Après, comment on a quelque chose de beaucoup plus pérenne, donc on va prendre ces 3 ans pour le construire. Vous encouragez quand même la mutualisation, vous poussez les collectivités à mutualiser pour faire des projets peut-être plus gros, plus ambitieux et avec des moyens génériques qu'ils n'auraient pas chacun individuellement. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que la construction de partenariats public-public, déjà l'intégration intercommunale, c'est pas encore complètement un long fleuve tranquille. La collaboration public-public, c'est aussi des montages pas forcément simples. Donc le fait d'avoir un GIP mutualisateur avec la possibilité pour toute collectivité d'adhérer avec un règlement financier, etc. et d'avoir finalement un catalogue de services qui va s'ouvrir à des services de data, d'hébergement, je sais pas moi, typiquement un cas d'usage qu'on envisageait, c'est la Comcom rurale, parking de covoiturage, enfin rural mais quand même périurbaine, parking de covoiturage, je mets des capteurs certes, mais surtout je peux fournir en temps réel en milieu rural un accès au taux d'occupation de ce parking de covoiturage, parce qu'on a quand même des problèmes de saturation de ces parkings, souvent qui sont bordure d'autoroute et qui ramènent sur la métropole. Et bien ça, typiquement, ce serait un service dans le store de services de l'ARNIA. Jean-Baptiste Paul-Jacques, est-ce que vous pouvez être en tant que fournisseur, donc avec des capteurs qui génèrent des données et qui peuvent couvrir pas mal de cas d'usage, est-ce que vous pouvez être aussi un médiateur, une sorte de tiers de confiance technique pour faire le lien entre ces projets de territoire qui souhaitent mutualiser pour faire grandir un peu leur projet ? Alors tout à fait, on est ce tiers de confiance dans pas mal de projets, mais je pense que c'est pas notre rôle d'être ce tiers de confiance de façon pérenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce rôle sur une période qui est je pense, intermédiaire, de fournir toutes les briques technologiques, hébergement, partage de données, système de gestion API, etc., pour faire la main, on parlait d'acculturation à la donnée, pour faire comprendre, pour voir rapidement les intérêts qu'on peut avoir à faire tout ça. Mais la finalité, quand même, c'est que ce tiers de confiance, à la fin, soit public. C'est pas le rôle d'un privé, français ou pas d'ailleurs, c'est pas une question de souveraineté au sens... mais c'est la collectivité, quelle qu'elle soit, ça peut être la ville, ça peut être le département, ça peut être un syndicat, peu importe, mais une entité publique qui soit ce tiers de confiance. Donc aujourd'hui, on fait un peu l'intérim, dans certains cas, d'être ce tiers de confiance parce qu'on n'a pas forcément dans toutes les régions la capacité d'avoir un data center souverain, d'avoir une plateforme de données open source comme un data BFC. Enfin, donc on joue ce rôle. Mais à terme, on ne doit pas le rester. Donc je pense que c'est important pour, encore une fois, Sophie disait mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire de ne pas attendre que tout ça soit développé et déployé avant de commencer de se faire la main, d'avoir des cas d'usage, d'avoir des retours, de pouvoir les quantifier, de quantifier les impacts, etc. Mais ce n'est pas le rôle d'une entreprise privée de faire ce tiers de confiance. Donc le rôle de médiateur, je dirais, il intervient aussi sur le fait de dire tiens, on a fait la commune juste à côté, vous, on est en train de s'équiper, partagez vos données. Ça va être hyper intéressant de savoir comment est géré ce parking périurbain qui est dans votre périmètre. Ça va être hyper intéressant de voir le trafic sur l'entrée de cette zone, parce que vous êtes un peu plutôt sur la sortie. Et c'est là où on va commencer à avoir des vrais gains sur des modifications de politique publique, en disant tiens, si on se parle, tu sais quoi, on va la mettre en sens unique, celle-là, on va voir ce que ça donne. Et comme on a la possibilité de capter ces données, de les partager, on a tout de suite le retour.
Il n'y a plus ce côté, évaluation de la politique publique au doigt mouillé, quoi. On fait quelque chose, on le change, on voit le résultat tout de suite. Plus ou moins de trafic, plus ou moins de CO2, plus ou moins de... Et ça permet de pouvoir être beaucoup plus dynamique dans la façon de gérer, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit la mobilité. Mais effectivement, ce rôle-là, on le joue. Mais je redis, c'est pas notre rôle, et c'est le rôle d'aucune entreprise privée d'être ce tiers de confiance. Il faut que ce soit une gestion publique. Et on voit que ça commence à prendre. Je veux dire, on voit les syndicats numériques qui prennent leur rôle, on voit la région qui prend son rôle, on voit que c'est un sujet en tout cas qui est traité dans tous les projets. C'est très rare maintenant en France d'avoir un projet où on nous dit, on ne demande pas où c'est hébergé, si demain on sera capable d'aller s'installer dans un cloud souverain, si on est cloud natif. Et c'est très bien, c'est la bonne direction. Mais c'est pas encore 100% du territoire, donc forcément on pallie un peu à tout ça quand on n'a pas le choix. Alexandre Chaffois, tout à l'heure, Julie Fropier a dit que les appels à projets étaient ouverts à toutes les collectivités sans limite, donc que ce soit en métropole ou outre-mer. Est-ce qu'il y a un profil de type de collectivité qui candidate à ces appels à projets? Est-ce qu'on y trouve quasiment que des cracks du numérique et de la transition énergétique, ou c'est un peu tout le monde? Non, c'est un profil très ouvert, déjà en termes de structure, parce que si on regarde les Lorrains de la Vaguin, ça va être de la ville moyenne comme Noisy-le-Grand, un peu plus de 60 000 habitants, une ville de taille intermédiaire comme Metz, 120 000 habitants, une grande métropole comme Bordeaux Métropole, ou des projets d'envergure départementale avec le GIP Vendée Numérique. En vague 2, on a des projets potentiels de régie, syndicats, région, donc c'est très ouvert. Après, il y a peut-être un petit verrou à passer qui serait, quand même, on demande un seuil de dépenses éligible minimal de 600 000 euros. Donc ça peut être jugé compliqué difficile à atteindre pour une collectivité de petite taille. Après, il faut savoir qu'on peut monter des consortiums, donc on peut avoir un projet de taille avec un budget de taille réduite pour la collectivité et le budget supporté par le privé qui développe la solution. Donc c'est une solution possible. Et concernant, pour nous, il n'y a pas de verrou technique ou technologique parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment un appel à projet orienté qui part de la demande, donc on part vraiment d'une problématique ou d'un besoin qu'on cherche à résoudre par l'IA. Et un profil type, c'est vraiment le projet de la ville de Metz, où on a un porteur qui est un service métier, en l'occurrence le service qui gère un petit peu la voirie, avec un projet très spécifique et qui est très simple finalement et partagé par de nombreuses collectivités. C'est optimiser la gestion de la propreté des rues de la ville de Metz en optimisant le plan de nettoiement. Donc voilà, c'est assez simple. Et finalement, ils sont associés à des acteurs privés qui, eux, ont pu formaliser ce besoin à travers l'IA. Donc il n'y a pas forcément, on ne demande pas d'être des cracks de numérique, mais par contre, il faut savoir s'associer avec des gens qui peuvent traduire votre besoin ou votre problématique en solution fonctionnelle. Parce qu'il faut quand même avoir conscience que dans l'appel à projet, il y a des critères de sélection et il y a une bonne partie des critères qui jugent la qualité de l'IA en elle-même. Donc voilà, il faut s'associer, mais pas forcément être soi-même très calé en IA. Bien. Une dernière question, ce sera pour vous, Jean-Baptiste Paul-Jacques, avant de prendre éventuellement des questions de la salle. S'il fallait faire une checklist en quelques points de votre point de vue de partenaires, de fournisseurs de ces collectivités, s'il fallait faire la checklist des conditions de succès d'un projet de territoire connecté, qu'est-ce que vous mettriez aux 3 premières places ? Je dirais que un succès d'un projet de territoire connecté, c'est sa capacité à pouvoir interagir avec les futurs projets de territoire connecté ou avec les territoires connectés à côté. Donc il faut s'assurer que tout ce qu'on déploie, quelle que soit l'ampleur, je parle d'un tout petit projet sur un cas d'usage hyper précis ou alors un énorme projet qui a mis autour de la table plein de métiers différents. Je dirais que les 3, c'est l'API, donc que tout ce qui soit fait soit APIsable, l'intégralité, c'est-à-dire que chaque donnée qui est captée, chaque donnée qui est valorisée, on ait la possibilité de pouvoir la récupérer et de la diffuser. Donc de la diffuser sur d'autres logiciels, de la diffuser dans d'autres bases de données pour pouvoir justement l'utiliser facilement. Concomitant à ça, c'est le format de la donnée, donc l'interopérabilité. Il y a eu mention tout à l'heure de freeware, donc nous on est des grands défenseurs de freeware, et notamment dans le cadre de DataBFC, ça va être un des gros sujets, notamment de mettre tout sur du freeware, parce que c'est
la seule méthode, au final, pour s'assurer que tout ce qu'on développera dans le futur pourra être interopérable réellement. C'est-à-dire qu'avec un seul message, pas aller choper des données à droite, à gauche, aller récupérer des Excel, vraiment interopérable sans, je veux dire, la participation d'une entreprise ou d'une autre. C'est on prend le message tel qu'il est, on l'utilise, il y a toutes les informations dedans. Donc ça, c'est hyper important. Donc l'interopérabilité, encore une fois, je dis, c'est un mot un peu valise maintenant, tout le monde en parle, mais la façon vraiment propre de le faire, typiquement, il y en a d'autres, mais Feeware, c'est un très bon choix. Et le dernier, c'est souveraineté, encore une fois. Je pense que ce serait peut-être un peu tôt de demander à toutes les solutions qui sont déployées d'être souveraines tout de suite, d'être installées dans le data center de la région, etc. Mais je pense qu'il faut s'assurer que ces solutions ont la possibilité d'être souveraines. C'est-à-dire d'avoir dans quelques temps, dans quelques années, au moment où on dira, bah, tiens, maintenant, tous les projets qui sont déployés dans ce département via tel syndicat, c'est un exemple du Val d'Oise parce qu'on le connaît bien et que c'est un des sujets où on a un des data centers qui est le plus avancé, il faudra que toutes les solutions qui ont été déployées aient cette capacité. Parce que sinon, on va se retrouver avec des solutions qui ont été déployées, on va s'habituer, on commencera à avoir des vrais résultats, puis on dira, ah ben mince, on peut pas, parce que finalement, c'est pas possible, etc. Donc il faut s'en assurer dès le début. Je dis pas qu'il faut absolument que ce soit souverain dès le début, mais enfin, il faut s'assurer de la future possible souveraineté d'installer ce back-end ou la solution dans un data center souverain à un moment donné. Donc API, interopérabilité et future souveraineté, si je devais la donner. Bien, on garde ça en tête. Alors, est-ce que nous avons des questions pour nos intervenants? D'autres questions? Non. Bien, bah écoutez, ça a été une longue journée. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'on a tenu jusque-là.